Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle saison des coulisses du Grand Lyon. Alors pour la rentrée, mon invité représente l'un des 10 plus gros succès de financement participatif jamais porté en Europe, Nicolas Sabatier de Time for the Planet. Bonjour. Bonjour. Alors, on va présenter votre projet. Time for the Planet, c'est une entreprise à mission. Vous êtes 6 à l'avoir créée. Vous avez déjà recueilli 27 400 actionnaires, j'ai regardé, 5 millions d'euros, avec l'idée que des entreprises peuvent sauver la planète. Avec l'idée surtout qu'il y a des innovations qui sont nécessaires et demandées par le GIEC, mais qu'il y a une grande difficulté à les identifier et ensuite à les déployer. Donc c'est vraiment ça notre mission, les trouver et les déployer. Et vous avez réussi à réconcilier le climatologue Jean Jouzel, par exemple, qui était vice-président du GIEC, et des entrepreneurs connus comme Jean-Michel Aulas, autour d'une idée environnementale. Si tant est qu'ils étaient fâchés, mais oui, ils sont tous les deux actionnaires de Time for the Planet. On a une petite devise, en fait, c'est vraiment qu'on va réussir qu'on doit réussir à rassembler tout le monde, parce qu'on est tous sur le même bateau. Ça va mal, très mal, on a la même planète, et sauf que si on continue juste à se taper dessus pour se taper dessus sur le principe, en fait, on va jamais aller nulle part, parce que pendant qu'on se tape dessus, on ne fait pas. Et notre action à nous, donc, c'est vraiment de faire ce que j'ai décrit, et tout le monde y a intérêt, en fait. Donc, du coup, tout le monde rejoint ce projet pour cette raison-là. En excluant ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire parce que ce serait contre le business, et ceux qui pensent que c'est la fin du monde, quoi. Disons que oui, ceux qui sont persuadés soit qu'il ne faut rien faire parce que tout va bien, les technologies vont tous nous sauver, et puis laissons faire, etc. Et pendant ce temps, on continue à faire du business. A priori, eux, ils ne nous rejoindront pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et de l'autre côté, effectivement, ceux qui sont persuadés qu'il faut ne rien faire parce que de toute façon, on va dans le mur. Voilà, nous on ne lit pas dans l'avenir, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc en attendant, on s'active pour faire du mieux qu'on peut. Alors, vous avez été créé il y a un peu moins de 2 ans, en disant l'objectif pour 2021, c'est d'atteindre 5 millions. Ça nous permettra de créer 3 premières entreprises. Vous avez déjà atteint cet objectif, puisqu'on est à 5,6 millions, si je ne me trompe pas. Donc les premières entreprises vont être lancées. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire ? Alors donc, le critère des innovations qu'on va chercher, nous, c'est qu'elles aient un impact le plus grand possible dans les 5 secteurs donnés par le GIEC, à savoir énergie, industrie, alimentaire, transport et puis bâtiment. Donc une fois que ça rentre dans ce champ-là, il y a encore 4 leviers. La sobriété, c'est-à-dire consommer moins, l'efficience, consommer mieux, la non-émission, ne plus émettre, et la captation, c'est-à-dire retirer ce qui est déjà émis. Ça donne une grille de 20 problématiques, 20 domaines. Et donc nous, c'est dans celle-ci qu'on agit. Et sur les premiers éléments qu'on a trouvés, il y en a qui se situent dans le domaine effectivement de la captation. Il y en a d'autres dans le stockage de l'énergie, des ENR notamment, sans terres rares. Il y en a d'autres sur le transport, avec des grandes voiles de kite qui vont venir aider les porte-conteneurs à économiser à peu près 20% de leur consommation. Donc tout ça vient à réduire. Et donc comme à chaque fois ce sont des secteurs qui peuvent être déployés partout dans le monde, ça rentre bien dans le domaine de ce qu'on veut faire, des choses qui peuvent être déployées partout dans le monde. Parce que je le rappelle, le but c'est que les entreprises qu'on crée, on donne gratuitement l'innovation à n'importe qui sur la planète pour qu'ils nous copient. Je crois que vous avez reçu plus de 280 projets. Les critères de sélection sur les premières entreprises, elles sont choisies déjà ou pas encore ? Les critères de sélection sur les premières entreprises. Que vous allez lancer ? Oui, donc ce que je dis, il faut que ça tombe dans la grille de ces 20 problématiques. Et ensuite, il faut que ça soit des choses qu'on puisse utiliser partout dans le monde. Mais vous avez choisi les premières entreprises ou pas encore ? Alors on a voté pour l'investissement sur 2 premières innovations, oui, effectivement. Une dans la captation. Je ne sais pas si tu veux que je les décrive ou... Allez-y, oui, ça... Ouais, pardon, je vous ai tutoyé. Une première, effectivement, dans la captation. Aujourd'hui, depuis 50 ans, il y a de la recherche scientifique qui est faite sur l'olivine, qui est une roche, une des plus présentes dans le manteau terrestre. C'est une roche volcanique. Et en fait, il y a des plages qui sont constituées de ces roches-là. Et en fait, ces roches-là, au contact de l'eau, elles vont venir désacidifier les océans et augmenter, du coup, la capacité de stockage des océans, qui est aujourd'hui le plus gros puits de carbone au monde, devant les forêts également. Sauf qu'à mesure que l'océan s'acidifie, il perd cette capacité à stocker. Et donc, au contact de l'eau, cette roche, sous forme de sable, vient et désacidifier et augmenter la capacité de stockage de l'océan.
Ça, on sait que ça fonctionne. Partout dans le monde, il y a des recherches qui sont faites depuis 50 ans. Mais on n'a jamais encore testé sur un écosystème où il n'y a pas encore ce type de sable, ce que ça donne. Donc du coup, là, il va falloir qu'on aille financer de la recherche scientifique. On va travailler notamment avec l'IFREMER pour aller vérifier ce qui se passe et donc si c'est ou non une bonne solution. Et à terme, ça pourrait être donc une solution de compensation, plutôt que de planter un arbre avec les aléas que ça représente, mettre de l'eau divine dans l'océan, quoi. C'est même pas plutôt, c'est complémentaire en fait. Il faut tout, il faut même nous changer nos comportements. Ça va être, si on veut impacter, c'est ce que dit le GIEC, en fait, il n'y aura pas une solution miracle. Il y aura une foultitude d'actions individuelles et collectives qui vont permettre d'avoir un grand résultat. Petit effort individuel, gros résultat collectif. Donc du coup, ça pourrait l'être effectivement. Et on travaille aussi sur une autre innovation qui est dans le stockage. Aujourd'hui, on ne peut pas stocker de l'électricité renouvelable parce que les technologies qu'on a sur le stockage ne permettent pas d'être dites pilotables. C'est-à-dire que si on a besoin d'électricité sur le réseau électrique, les batteries actuelles, on a des difficultés à les décharger de façon très vite. Et du coup, on va plutôt allumer une centrale à charbon, ce qui est complètement con du point de vue des émissions de CO2. Et donc cette batterie-là permettrait en fait de se décharger tellement rapidement que plutôt que d'allumer des centrales, on pourrait vider ces batteries-là. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et la technologie existe, mais les gens qui la portent aujourd'hui ne sont pas capables de créer une entreprise autour de ça. Il y a un prototype, mais ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils ne savent pas par où commencer pour fabriquer des bancs de fabrication, pour fabriquer ces batteries, etc. Mais il y a déjà des clients potentiels. Et donc forcément, imaginez cette innovation-là, si nous on la déploie et que des personnes se servent de cette batterie, donc il y a des clients, qu'il y a un modèle économique qui est faisable, forcément qu'il y a d'autres personnes, peut-être vous, qui auraient envie de devenir nos propres concurrents. Et nous, on vous dirait, vas-y, tiens, sers-toi, c'est comme ça que ça se fabrique. Et du coup, à deux, en parallèle, forcément qu'on irait plus vite pour installer des batteries aux endroits où il y en a besoin. Et chaque batterie que tu installes, si je caricature, on ferme des centrales à charbon, donc on résout d'autant plus vite le problème. Plus on est nombreux, plus on est de concurrents, plus on ferme de centrales à charbon. Alors on l'a dit, c'est déjà un succès de financement participatif important, avec plus de 5 millions d'euros, mais votre objectif, c'est 1 milliard. Donc on n'est même pas encore à 1% de l'objectif. Ça veut dire que vous allez vous ouvrir aussi à des grosses sociétés. Vous n'avez pas peur que le projet soit dénaturé, qu'on tombe dans le greenwashing ? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Tout simplement non. Pourquoi ? Parce que ce qui va compter, c'est deux choses. Un, qui dirige, qui décide à Time for the Planet. Si quelqu'un de très gros, parce que ça peut être un particulier si on parle des entreprises, mais je sais pas, une personne très riche pourrait dire d'un coup, je récupère le contrôle de l'entreprise. Que ce soit un particulier ou une grande entreprise ou une grande ONG, c'est pas possible. Parce que les règles de gouvernance, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, tout est disponible sur notre site, font que même en ayant beaucoup de parts de l'entreprise Time for the Planet, parce que comme n'importe qui peut devenir actionnaire à partir d'1 €, même une personne qui en posséderait beaucoup, elle ne pourrait pas faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Les règles qui ont été mises en place, c'est pas possible. Donc ça ne nous fait pas peur que des gros particuliers ou des grosses entreprises rentrent dans Time for the Planet, ça ne va rien changer à la direction. Et ensuite, dans un second temps, la question du greenwashing, nous, on n'est pas une agence de communication pour ces boîtes-là. Donc vous ne nous verrez jamais communiquer sur génial, telle boîte est rentrée dans Time, super, glorifions-le, c'est pas possible. Donc à partir du moment où moi, je ne me mets pas, en tant que Time for the Planet, à verdir l'image d'une boîte ou d'un particulier qui viendrait et à le fêter, moi, je ne fais pas de greenwashing. Que de leur côté, eux, ils communiquent machin, c'est leur image, c'est leur problématique. Moi, je ne leur conseillerais pas de le faire, mais c'est leur problème. Par contre, moi, je m'engage vis-à-vis de mes actionnaires à ne pas le faire. Je ne suis pas une agence de communication pour ces boîtes. Pour continuer sur les débats autour de l'environnement, vous êtes finalement dans une action écologiste qui croit dans la technologie, la captation du carbone. Vous mettez beaucoup en avant Jean-Marc Jancovici, donc c'est-à-dire vous pensez aussi que le nucléaire peut faire partie des solutions. L'idée, c'est ça, c'est la technologie peut nous aider à sauver la planète ? Pas du tout. On a un article sur notre site internet qui clarifie ça justement. Chez Time for the Planet, pense-t-on que la technologie peut sauver la planète ? Et le premier mot de l'article, c'est non. Donc on est extrêmement clair là-dessus, non. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas de technologie, sinon on choisirait le mot technologie. Une innovation, on s'en fout du niveau technologique. Ça peut être de la deep tech, de la high tech, ou de la low tech, ou même de la no tech, de l'innovation de service.
Par exemple, si au lieu de produire des vêtements et de les vendre et du coup rentrer dans un cycle infernal de la consommation, tu les produis pour qu'ils soient durables et tu les loues, comme ça il n'y a pas besoin de les refabriquer tout le temps, et du coup c'est de l'innovation de modèle économique qui a moins d'impact sur les gaz à effet de serre. Donc le niveau technologique, on s'en fout complètement, et quand on parle d'innovation, nous, ce qui va compter, c'est est-ce que ça rentre bien dans les 5 domaines qui sont pointés du doigt par le GIEC comme étant les plus émetteurs de gaz à effet de serre, et est-ce qu'on peut avoir un impact mondial avec l'innovation qu'on nous propose. Sur l'aspect, la deuxième partie, ou la première partie. Oui, on n'a pas d'avis, parce qu'en fait, à notre échelle, j'ai pas le pouvoir en tant que Time for the Planet de fermer une centrale nucléaire, j'ai pas le pouvoir d'en construire une. Donc ça, nous, on n'est pas concernés. Nous, en tant que Time, en tant que citoyen, on peut faire ce qui est à notre échelle, c'est-à-dire détecter des trucs qui peuvent avoir un impact et les démultiplier. Mais je ne pourrai jamais construire une centrale nucléaire. Donc, quoi que je dise là-dessus, ça n'a pas d'impact sur la face de la planète. Et moi, j'utilise mon temps à avoir un impact. Et alors pour conclure, votre actualité, c'est la sortie d'un livre « Pisser sous la douche ne suffira pas ». Et c'est aussi, ce soir à Lyon notamment, une action un peu particulière puisque vous allez faire des manifestations silencieuses. Alors, c'est oui et non. En fait, on a une grande communauté d'actionnaires qui sont actifs. Et en fait, on a toute une organisation où ils ont une latitude énorme pour mettre en place des petites actions pour faire connaître Time for the Planet notamment. Et du coup, ce soir, c'est une sorte de happening, de petite activité comme ça pour faire connaître Time. Et du coup, ils ont voulu prendre un petit contre-pied, c'est-à-dire plutôt que d'accoster des gens dans la rue, juste être statique et voir si ça interpelle et voir si ça crée de la discussion. Mais il ne faut pas s'imaginer des marches silencieuses, c'est pas du tout l'idée. Alors vous croiserez peut-être des actionnaires de Time for the Planet ce soir dans les rues de Lyon. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.